Le millionnaire a amené une inconnue chez lui, sans imaginer le risque. Elle semblait simple, mais elle cachait quelque chose de précieux, sa virginité. Il n'avait aucune idée que c'était la première fois de cette femme. Une nuit inattendue changerait complètement le cours de leur vie. Si cette histoire vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Nous continuons. La galerie d'art pulsait sous la présence de l'élite parisienne en cette soirée de vernissage. Mathieu Laroche ajusta sa cravate italienne faite sur mesure, un geste automatique qu'il répétait toujours lorsqu'il se sentait légèrement mal à l'aise. À 42 ans, l'entrepreneur immobilier était déjà habitué à ce genre d'événements. En fait, il constituait une partie fondamentale du jeu des apparences qu'il maîtrisait avec brio. Le cocktail exclusif ne réunissait que des invités, soigneusement sélectionnés. Des personnes que Mathieu connaissait d'autres cercles sociaux tout aussi restreints. Toutes les conversations suivaient un scénario prévisible. Affaires, politique, art comme investissement. Rien qui ne sorte du script qu'il connaissait par cœur. Tenant une coupe de champagne à laquelle il avait à peine touché, Mathieu circulait dans la pièce avec l'aisance de quelqu'un qui avait grandi dans ce milieu, bien que ce ne fût pas la vérité. Son empire avait été construit sur les cendres d'une entreprise familiale au bord de la faillite, héritage d'un père qui n'avait pas su s'adapter au changement du marché. De Marseille à Paris, du déficit au milliard, Mathieu avait transformé l'incrédulité en admiration. C'est alors que ses yeux se posèrent sur quelque chose de différent. Parmi les femmes impeccablement apprêtées et les hommes en costume coûteux, une silhouette détonnait subtilement. Non par son apparence, elle était vêtue avec une élégance discrète, mais par son attitude. Immobile devant une toile abstraite, une femme d'une trentaine d'années semblait complètement indifférente au bourdonnement social qui l'entourait. Mathieu s'approcha, intrigué. Elle ne détourna pas son regard de l'œuvre, pas même une seconde, lorsqu'il s'arrêta à ses côtés. Ses yeux parcouraient la toile avec une attention presque technique, comme si elle déchiffrait chaque coup de pinceau. Pour la première fois depuis longtemps, Mathieu se sentit ignoré, et cela le fascina. « Que pensez-vous de l'œuvre » demanda-t-il, brisant le silence entre eux. Elle se tourna calmement, ses yeux noisettes rencontrant les siens sans cette lueur de reconnaissance, à laquelle il était habitué. « Techniquement intéressante » répondit-elle simplement, « mais je préfère quand l'art naît de la nécessité, pas de la spéculation. » La réponse le prit au dépourvu. Il n'y avait là aucune trace de la flatterie habituelle, aucune tentative. De l'impressionner. « Vous travaillez dans l'art » questionna-t-il, sincèrement curieux. « Je suis restauratrice, ici au musée, » répondit-elle, et un petit sourire apparut sur ses lèvres. « Et vous devez être Mathieu Laroche. J'ai vu votre photo sur le carton d'invitation. » Il sourit en retour, appréciant son honnêteté. « Coupable. Mais vous avez l'avantage. Sur moi, je ne connais toujours pas votre nom. »« Hélène, » répondit-elle simplement, sans offrir de nom de famille. « Et maintenant, si vous m'excusez, je dois vérifier quelques œuvres dans l'aile est. » Avec un signe de tête poli, elle s'éloigna, laissant Mathieu avec une sensation qu'il n'avait pas éprouvée depuis longtemps, celle que quelque chose avait échappé à son contrôle. Dans les jours qui suivirent, l'image d'Hélène ne quitta pas son esprit. La façon dont elle observait l'art, sa franchise déconcertante, l'absence d'affectation, tout en elle représentait un contraste avec le monde artificiel dans lequel il vivait immergé. Après une semaine de réflexion, Mathieu prit une décision. Exécutive, il fit un généreux don au musée. Le prétexte était parfait. En tant que bienfaiteur, il avait des raisons légitimes de visiter l'institution. C'est ainsi que, par un après-midi tranquille, il la retrouva. Hélène était concentrée sur la restauration d'une petite toile du XIXe siècle, ses mouvements précis et délicats, tandis qu'elle travaillait. « Je suis venu mieux connaître le travail de restauration du musée », annonça-t-il sa présence. « Puisque j'ai fait un don, j'ai pensé qu'il était important de comprendre où l'argent sera utilisé. » Hélène leva les yeux de son travail, un sourire ironique jouant sur ses lèvres. « Bien sûr, » répondit-elle, sans lâcher le pinceau qu'elle tenait. Et cette soudaine préoccupation pour la préservation de l'art n'a rien à voir avec notre conversation lors du vernissage. Mathieu se sentit exposé, mais d'une façon qui ne le dérangeait pas. Et si nous en discutions autour d'un « café ?» proposa-t-il, se surprenant lui-même par la simplicité de l'invitation. Hélène l'étudia un moment,
comme si elle évaluait ses véritables intentions. Finalement, elle acquiesça légèrement. D'accord, mais pas de restaurant cher ou d'endroits à la mode. Je connais une petite cafétéria près d'ici qui sert un café bien meilleur que n'importe lequel de ces établissements prétentieux. C'était la première fois depuis des années que quelqu'un dictait les règles à Mathieu Laroche, et étonnamment, cela ne le dérangeait pas le moins du monde. Tandis qu'il l'observait ranger son matériel de travail, il réalisa qu'il était sur le point d'entrer dans un territoire inconnu. Un territoire où son argent et son influence ne lui garantiraient pas le contrôle auquel il était habitué. La cafétéria était exactement comme Hélène l'avait décrite. Petite, accueillante et sans prétention, l'arôme du café fraîchement moulu emplissait l'atmosphère, se mêlant au son doux du jazz qui jouait en fond sonore. Mathieu observa, tandis qu'elle saluait la propriétaire par son nom. Manifestement une cliente habituelle. Ils choisirent une table discrète au fond de l'établissement. Hélène commanda un café filtre et un croissant, tandis que Mathieu, habitué au menu sophistiqué, décida de suivre sa suggestion. Le contraste entre eux était évident, lui dans son costume italien sur mesure, elle dans ses vêtements simples mais élégants, avec de petites taches de peinture sur les mains qui racontaient son histoire professionnelle. « Alors, monsieur Laroche, commença-t-elle après la première gorgée de café, pourquoi tant d'intérêt pour une simple restauratrice d'art ?»« Mathieu, corrigea-t-il doucement, et peut-être est-ce justement cette simplicité qui m'intrigue. Vous êtes différente de toutes les personnes que j'ai l'habitude de rencontrer. » Hélène rit, un son authentique qui le prit par surprise. « Différente parce que je n'essaie pas de vous impressionner ou d'obtenir quelque chose en échange. Ce doit être difficile dans votre monde de distinguer l'intérêt sincère de l'opportunisme. » Sa franchise le désarmait. C'était comme si Hélène parvenait à voir à travers les couches de protection qu'il avait construites au fil des ans. « Vous n'avez pas idée, » admit-il, goûtant le café, qui était vraiment exceptionnel. « Parfois, je me demande si les gens voient au-delà de mon patrimoine. »« Et parfois, vous-même oubliez qu'il existe quelque chose au-delà » rétorqua-t-elle, ses yeux noisettes fixés sur les siens, provocateurs, mais non hostiles. Mathieu se sentit exposé, mais d'une manière étonnamment confortable. « Vous avez un don pour poser des questions embarrassantes. Cela fait partie de mon travail, » expliqua-t-elle, cassant un morceau de son croissant. « Pour restaurer une œuvre, je dois voir au-delà de la surface, comprendre les couches, les histoires qu'elles portent. Les personnes ne sont pas très différentes. » La conversation s'écoula naturellement, dérivant vers des sujets moins personnels. Hélène parla de son travail, ses yeux brillants lorsqu'elle décrivait le processus méticuleux de restauration, la satisfaction de redonner vie à des œuvres oubliées. Mathieu se surprit fasciné non seulement par ses paroles, mais par la passion avec laquelle elle s'exprimait. « Et vous ?» demanda-t-elle après un moment. « Comment un entrepreneur du secteur immobilier a-t-il développé un intérêt pour l'art ?» Mathieu hésita un instant, réfléchissant à sa réponse. « Cela a commencé comme un investissement, » admit-il. « Mais au fil du temps, j'ai appris à apprécier au-delà de la valeur commerciale. Bien que, il sourit, manifestement pas avec la même profondeur que vous. Au moins, vous êtes honnête ?» « À ce sujet, » commenta Hélène, consultant discrètement sa montre, « je dois retourner au musée. J'ai une restauration importante à terminer. » Quand elle fit mine de payer sa part, Mathieu fit un geste pour l'en empêcher. « S'il vous plaît, permettez-moi. » En remerciement pour la meilleure tasse de café que j'ai bu depuis des années. Hélène sembla réfléchir un moment avant d'accepter. « D'accord, mais la prochaine fois, s'il y a une prochaine fois, je choisis l'endroit et je paie l'addition. »« Prochaine fois ?» demanda Mathieu, ressentant une attente qu'il n'avait pas éprouvée depuis longtemps. « Peut-être, » répondit-elle avec un petit sourire. « Cela dépend si vous êtes réellement intéressé à connaître la personne au-delà de la restauratrice ou si ce n'est qu'une distraction momentanée de votre monde des affaires. » Avant qu'il ne puisse répondre, elle était déjà debout. « Merci pour le café, Mathieu. C'était intéressant. » Mathieu l'observa quitter la cafétéria, sa silhouette délicate disparaissant parmi les passants de la rue animée. Il resta là quelques minutes de plus, savourant les dernières gorgées du café et une sensation nouvelle, celle que, pour la première fois depuis longtemps, il n'était pas en contrôle de la situation. Et étonnamment, cela ne le dérangeait pas. Sur le chemin du retour vers son bureau, il se surprit à penser aux paroles d'Hélène sur le fait de voir au-delà de la surface. Combien de lui-même avait-il enfoui sous des couches et des couches de réussite professionnelle?
Et pourquoi l'idée que quelqu'un puisse éplucher ses couches le laissait-elle si troublé et en même temps si intrigué? Les semaines suivantes apportèrent une nouvelle routine dans la vie méthodique de Mathieu Laroche. Ses visites au musée devinrent fréquentes, toujours avec une excuse liée à son récent don. Le personnel était désormais habitué à le voir circuler dans les couloirs, trouvant invariablement son chemin jusqu'à l'atelier de restauration où travaillait Hélène. Un de ces après-midi, il la trouva complètement absorbée par la restauration d'une ancienne peinture religieuse de la période baroque. Ses mouvements étaient précis, presque chirurgicaux, tandis qu'elle retirait des couches de vernis assombries qui cachaient les détails originaux de l'œuvre. « C'est impressionnant comme vous parvenez à redonner vie à quelque chose qui semblait perdu », commenta Mathieu après l'avoir observé en silence pendant quelques minutes. Hélène ne sursauta pas à sa présence. D'une certaine façon, elle savait toujours quand il était là. « C'est un processus délicat », répondit-elle, sans détourner les yeux de son travail. « Chaque œuvre a sa propre histoire, ses propres cicatrices. Le secret est de ne pas essayer de les effacer complètement, mais de les comprendre et de les intégrer à la restauration. » Mathieu perçut qu'il y avait quelque chose au-delà de la technique dans ses paroles. « Vous parlez comme si chaque tableau était une personne. » « D'une certaine façon, ils le sont. » Elle leva enfin les yeux vers lui, un sourire doux sur ses lèvres. « Chaque œuvre porte les marques du temps, des expériences, des choix qui ont été faits. Certaines personnes essaient de cacher leurs propres marques sous des couches et des couches de vernis social. » Le regard qu'elle lui adressa indiqua clairement que l'analogie n'était pas fortuite. Mathieu se sentit exposé, mais pas mal à l'aise. « Et vous? Quelle marque portez-vous sous vos couches ?» Pendant un bref instant, quelque chose passa dans les yeux d'Hélène, une ombre fugace que Mathieu ne parvint pas à déchiffrer. « Et si nous en parlions durant un déjeuner? Cette fois, je choisis l'endroit et je paie l'addition, comme promis. » Le restaurant qu'Hélène choisit était une petite trattoria italienne dans le quartier de Montmartre, loin des établissements, luxueux que Mathieu fréquentait. Le propriétaire, un monsieur aux cheveux grisonnants, l'accueillit avec l'affection réservée aux clients spéciaux. L'endroit était plein, mais d'une manière qui semblait plus accueillante qu'intimidante. Entre les bouchées d'une pasta artisanale qui surpassait n'importe quel plat raffiné qu'il avait jamais goûté, Mathieu découvrit de nouveaux aspects d'Hélène. Elle parlait d'art avec une passion authentique, ses yeux brillants lorsqu'elle décrivait des techniques de restauration et des périodes historiques. Mais quand la conversation s'approchait de sa vie personnelle, elle détournait habilement le sujet. « Vous êtes très doué pour poser des questions », observa-t-elle, après une nouvelle tentative subtile de sa part de connaître son passé. « Mais aujourd'hui, je veux en savoir plus sur vous. Comment était votre vie à Marseille avant de devenir le puissant Mathieu Laroche ?» La question le prit par surprise. Peu de gens connaissaient ses origines dans la cité phocéenne. « Comment avez-vous… » « J'ai fait quelques recherches, » admit-elle sans gêne. « J'ai trouvé intéressant que tous les reportages sur vous commencent à partir du moment où vous avez repris l'entreprise de votre père. C'est comme si votre vie antérieure n'existait pas. » Mathieu ressentit une connexion inattendue avec ces paroles. « Parfois, j'ai l'impression qu'elle n'a vraiment pas existé, » confessa-t-il, se surprenant lui-même par son honnêteté. Le garçon qui jouait au port, qui rêvait d'être marin. « Parfois, j'ai l'impression que c'était quelqu'un d'autre. Et il vous manque ?» demanda doucement Hélène, ses yeux fixés sur les siens avec une intensité qui le désarmait. « Plus que je ne l'imaginais, » répondit-il, réalisant la vérité de ses mots seulement en les prononçant. « Mais à un moment donné, j'ai dû choisir entre être ce garçon ou être qui je suis aujourd'hui. »« Vraiment ?» questionna Hélène, un demi-sourire jouant sur ses lèvres. « Ou peut-être avez-vous simplement mis tant de couches de vernis sur lui que vous ne savez plus comment le retrouver. » Le déjeuner se prolongea durant l'après-midi, la conversation coulant naturellement entre sujets légers et profonds. Lorsqu'ils quittèrent finalement le restaurant, le soleil commençait déjà à se coucher, peignant le ciel de Paris avec des teintes d'orange rarement remarquées dans la frénésie quotidienne. « Merci pour le déjeuner, » dit Mathieu, contredisant l'accord initial selon lequel elle paierait. « Ce n'était pas ce que nous avions convenu, » protesta Hélène, mais il y avait un sourire sur son visage. « Considérez cela comme un échange, » répondit-il. « Vous m'avez donné quelque chose de bien plus précieux aujourd'hui, des souvenirs que j'avais oublié posséder.
Le reflet dans le miroir de l'ascenseur montrait un Mathieu, Laroche différent de l'ordinaire. Sa cravate était légèrement desserrée, sa veste négligemment suspendue à son bras, et il y avait une lueur dans ses yeux que ses employés voyaient rarement. Les dernières semaines avaient provoqué des changements subtils dans sa routine autrefois invariable. Sa secrétaire, Marion, qui l'accompagnait depuis plus d'une décennie, fut la première à le remarquer. Des réunions étaient reportées pour s'adapter à des visites au musée. Des déjeuners d'affaires cédèrent la place à des rencontres plus discrètes et elle jurerait l'avoir vu sourire tout seul en lisant des messages sur son téléphone. Ce matin-là, cependant, quelque chose perturbait sa nouvelle sérénité. Une enveloppe brune sur son bureau attendait son attention, le résultat de l'enquête discrète qu'il avait demandée sur Hélène. La demande avait été faite quelques jours auparavant, un réflexe automatique de ses vieilles habitudes de contrôle. Maintenant, regardant l'enveloppe, il ressentait un mélange de culpabilité et d'appréhension. Après plusieurs minutes de contemplation, Mathieu ouvrit finalement l'enveloppe. Le contenu était étonnamment maigre, quelques informations de base sur son travail au musée, des références professionnelles des 10 dernières années, mais un vide inexplicable avant cela. C'était comme si Hélène avait surgi de nulle part à 19 ans. Le téléphone sonna, interrompant ses réflexions. C'était elle. « Pouvons-nous nous rencontrer ce soir ?» demanda Hélène, sa voix portant une gravité inhabituelle. « J'ai quelque chose à te dire. » Le restaurant qu'elle choisit était encore plus discret que les précédents. Une petite maison convertie en bistrot dans le quartier du Marais. Hélène l'attendait déjà à une table au fond, ses mains inquiètes jouant avec sa serviette, un geste nerveux qu'il n'avait jamais vu chez elle auparavant. « Tu as fait enquêter sur mon passé », dit-elle dès qu'il s'assit, sans détour. Ce n'était pas une question. Mathieu sentit son estomac se nouer. « Comment as-tu... »« J'ai mes propres contacts », l'interrompit-elle, sa voix calme mais ferme. « Des personnes qui m'avertissent quand quelqu'un commence à poser des questions sur moi. C'était inévitable que cela arrive, j'imagine. Le contrôle est une partie fondamentale de qui tu es. » « Hélène, Non ?» Elle leva la main, le faisant taire. « Laisse-moi parler, tu n'as presque rien trouvé, n'est-ce pas? Et cela a dû te laisser encore plus intrigué. Le puissant Mathieu Laroche, habitué à avoir accès à toutes les informations qu'il désire, se retrouvant face à un mystère qu'il ne parvient pas à déchiffrer. Il y avait un mélange de douleur et de défi dans sa voix qui le fit se recroqueviller intérieurement. « Je n'aurais pas dû faire ça, » admit-il. « C'était une erreur. » « En effet, acquiesça-t-elle, mais peut-être était-ce nécessaire. Parce que maintenant je dois prendre une décision. Continuer à maintenir mes défenses ou te faire suffisamment confiance pour te dire la vérité. » Le serveur s'approcha pour prendre leur commande, mais Hélène le congédia d'un geste, aimable. Mathieu comprit que cette soirée ne serait pas consacrée au dîner. « T'es-tu déjà demandé pourquoi j'ai choisi de travailler dans la restauration ?» continua-t-elle, après un moment de silence. Pourquoi je consacre ma vie à récupérer des œuvres que d'autres considèrent comme perdues, à révéler des vérités cachées sous des couches de temps et de négligence? Mathieu se contenta de secouer la tête, sentant que n'importe quel mot de sa part pourrait briser le moment de révélation qui approchait. Parce que c'est ce qui est arrivé à ma propre histoire, poursuivit Hélène, ses yeux fixés sur un point distant. Elle a été recouverte, cachée, presque effacée, mais comme dans les œuvres que je restaure, les marques originales sont toujours là, sous la surface. Et parfois, quand on s'y attend le moins, elles commencent à apparaître. Elle le regarda enfin directement, ses yeux portant une intensité qui lui coupa le souffle. « Mon nom n'a pas toujours été Hélène, et l'histoire que je vais te raconter, maintenant, pourrait complètement changer la façon dont tu me vois. Es-tu prêt pour cela ?» Mathieu tendit la main par-dessus la table, touchant doucement ses doigts. « Je suis prêt à te connaître, la vraie toi. » Hélène respira profondément, comme quelqu'un qui se prépare à plonger dans des eaux profondes. Tout a commencé. À Marseille, curieusement dans la même ville où ton histoire a commencé. Mais pendant que tu construisais ton empire, moi, j'apprenais à disparaître. Le petit bistrot semblait avoir disparu autour d'eux, tandis qu'Hélène commençait. Son récit, sa voix normalement ferme, portait un ton plus doux, comme si les mots devaient être protégés. Mon père était comptable dans une entreprise de navigation au port de Marseille, commença-t-elle, ses doigts encore entrelacés à ceux de Mathieu.
Un homme méticuleux, dévoué, qui croyait en l'honnêteté par-dessus tout. Il m'a appris à observer les détails, à chercher des modèles là où d'autres ne voyaient que des chiffres aléatoires. Elle fit une pause, un sourire mélancolique jouant sur ses lèvres. J'adorais lui rendre visite au travail. Le port avait une énergie unique, des navires arrivant et partant, des conteneurs empilés comme des blocs colorés d'un jeu géant. Il m'expliquait les manifestes de cargaison, les documents d'importation, les flux financiers. Pour une adolescente, tout cela semblait fascinant. Mathieu remarqua qu'elle parlait de son père au passé, mais garda le silence, respectant le rythme de ses révélations. C'est justement cette attention aux détails qui a tout déclenché, poursuivit Hélène, son regard distant comme si elle revivait ses souvenirs. Mon père a commencé à remarquer de subtiles divergences dans les registres, des valeurs qui ne correspondaient pas, des cargaisons qui apparaissaient dans les documents, mais pas dans les conteneurs, des œuvres d'art déclarées à des valeurs bien inférieures à celles du marché. Elle retira sa main de celle de Mathieu pour prendre une gorgée d'eau, ses doigts tremblant légèrement. Au début, il pensait que c'était simplement des erreurs administratives, mais plus il enquêtait, plus il réalisait qu'il y avait un schéma, un système sophistiqué impliquant des acquisitions fictives et des œuvres d'art de contrebande. Et il l'a dénoncé, compléta doucement Mathieu, commençant à comprendre. Hélène acquiesça. Il a rassemblé des preuves pendant des mois, tout documenté méticuleusement. Quand il a été sûr, il a apporté les informations aux autorités compétentes. Sa voix faiblit légèrement. Une semaine plus tard, j'ai reçu un appel à l'école. Mon père avait subi un accident au port. Mathieu sentit son cœur se serrer. Il comprenait maintenant le vide dans les registres la concernant, la raison de sa discrétion, son travail dans la restauration d'art. Ma mère, elle n'était plus avec nous depuis quelques années, continua Hélène. Mais il y avait une amie à elle, Martine, qui avait toujours gardé contact. C'est elle qui m'a aidé à fuir. En quelques heures, j'ai dû tout laisser derrière moi, ma maison, mes amis, mes souvenirs. Tu n'avais que 15 ans, murmura Mathieu horrifié à l'idée d'une adolescente forcée à une telle situation. Oui, j'ai passé les années suivantes à me déplacer de ville en ville, apprenant à être invisible. Martine m'a aidé avec de nouveaux documents, une identité différente. Hélène n'était pas mon nom de naissance, mais c'est devenu qui je suis. Elle leva les yeux, rencontrant ceux de Mathieu avec une intensité qui lui coupa le souffle. Durant cette période, j'ai découvert que l'art avait un pouvoir unique de guérison. Restaurer des œuvres endommagées par le temps est devenu une façon de me restaurer moi-même. Chaque pièce que je récupérais était comme un morceau de ma propre histoire étant préservée. C'est pour ça que tu as choisi de travailler dans la restauration, comprit Mathieu. Ce n'est pas juste un travail pour toi. C'est une façon d'honorer l'héritage de mon père, confirma-t-elle. Il disait toujours que la vérité, comme l'art véritable, ne peut jamais être complètement effacée. Elle peut être recouverte, endommagée, cachée, mais elle laisse toujours des traces pour qui sait chercher. Le silence qui suivit était lourd de signification. Mathieu assimilait chaque mot, chaque révélation, réalisant que la femme en face de lui était encore plus extraordinaire qu'il ne l'imaginait. « Pourquoi me racontes-tu tout cela maintenant ?» demanda-t-il finalement. Hélène respira profondément. « Parce que pour la première fois depuis longtemps, j'ai le sentiment d'avoir trouvé quelqu'un en qui je peux avoir confiance. Et parce que... » Elle hésita brièvement. « Parce qu'il y a des signes que le passé commence à me rattraper. La semaine dernière, un homme est venu au musée poser des questions sur moi, montrant une vieille photo. Mathieu sentit son instinct protecteur s'éveiller immédiatement. « Tu es en danger ? » ?»« Peut-être, » admit-elle, « ou peut-être ne sont-ce que des fantômes du passé, mais il faut que tu comprennes dans quoi tu t'engages en te rapprochant de moi. Ma vie n'est pas simple, Mathieu. Je porte des secrets qui peuvent être dangereux. » Il tendit la main à nouveau, serrant la sienne fermement. « Alors nous les affronterons ensemble. Tu n'es plus seule, Hélène. » Elle sourit, mais il y avait une ombre d'inquiétude dans ses yeux. « Tu ne sais pas combien cela signifie pour moi. Mais cela me fait peur aussi, parce que maintenant j'ai de nouveau quelque chose à perdre. » Les jours qui suivirent la révélation d'Hélène apportèrent des changements significatifs dans la vie de Mathieu. Son bureau au sommet de l'immeuble d'entreprise, autrefois symbole de pouvoir isolé, devint un point d'observation stratégique. Discrètement, il mobilisa son équipe de sécurité pour surveiller le musée et
assurer la protection d'Hélène sans qu'elle ne le sache. Un matin particulièrement agité, Marion entra dans son bureau avec une expression préoccupée. « Monsieur Laroche, il y a quelque chose que vous devez voir, » dit-elle, lui remettant un dossier. « L'audit que vous avez demandé sur les anciens contrats de l'entreprise, nous avons trouvé quelques incohérences. » Mathieu feuilleta les documents, son front se plissant progressivement. Parmi les pages de chiffres et de rapports, un nom attira son attention. Art & Maritime Trading Co., une filiale apparemment inactive de son entreprise, utilisée dans diverses transactions immobilières dans la région portuaire de Marseille il y a plus de 15 ans. « Quand avons-nous audité cette filiale pour la dernière fois ?» demanda-t-il, un pressentiment inconfortable grandissant dans sa poitrine. « C'est justement le problème, monsieur, » répondit Marion. « Il n'y a aucune trace d'audit antérieur. L'entreprise semble n'avoir été utilisée que pour quelques transactions spécifiques pendant la gestion de votre père, puis elle est restée dormante. » Mathieu se renversa dans son fauteuil, des souvenirs d'une époque tumultueuse revenant à son esprit. C'était la période où son père luttait pour maintenir l'entreprise à flot, acceptant des partenariats et des affaires qui maintenant, avec le recul, semblèrent de plus en plus suspects. Son téléphone vibra. Un message d'Hélène. « Je dois te voir. J'ai découvert quelque chose dans la restauration qui pourrait tout changer. » Dans l'atelier de restauration, Hélène travaillait sur une toile expressionniste, partie d'une collection récemment donnée au musée. Ses yeux brillaient avec une intensité que Mathieu connaissait déjà. C'était le regard qu'elle avait quand elle trouvait quelque chose de significatif. « Regarde ça », dit-elle dès qu'il s'approcha, pointant vers un détail presque imperceptible dans la peinture. Ce symbole ici, caché sous des couches de peinture, est identique à une marque que mon père utilisait dans ses documents personnels. Mathieu se pencha pour mieux observer. C'était un dessin abstrait, qui pourrait facilement passer pour un élément décoratif de l'œuvre, mais qui avait une précision géométrique qui contrastait avec le style expressionniste du reste de la peinture. J'ai commencé à examiner d'autres œuvres de la même collection, continua Hélène, sa voix basse mais excitée. J'ai trouvé des motifs similaires dans plusieurs d'entre elles. Ce sont comme des codes, des informations cachées dans l'art lui-même. Une façon d'enregistrer les données du système que ton père a découvert, conclut Mathieu, sentant son cœur s'accélérer. Utilisant des œuvres d'art comme un registre occulte, Hélène acquiesça. Exactement. Et il y a plus. Toutes ces œuvres sont passées par le port de Marseille, à la même époque où mon père a fait sa dénonciation. La documentation d'importation, elle hésita, regardant Mathieu avec inquiétude. Toutes mentionnent une entreprise appelée Art & Maritime Trading Co. Le sang de Mathieu se glaça. La coïncidence était impossible à ignorer. « Hélène, commença-t-il, sa voix grave, je dois te dire quelque chose. Cette entreprise, c'était une filiale de ma société. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Hélène fit un pas en arrière, ses yeux écarquillés par la révélation. « Qu'est-ce que tu dis ?» C'était de l'époque de mon père, s'empressa d'expliquer Mathieu. Je viens de le découvrir aujourd'hui. Quand j'ai repris l'entreprise, elle était déjà pratiquement en faillite. J'ai dû tout reconstruire à partir de zéro. Mais maintenant, il passa sa main dans ses cheveux, un geste de frustration. Maintenant, je me rends compte qu'il peut y avoir une connexion que je n'avais jamais imaginée. Hélène assimilait l'information, ses mains tremblant légèrement. Alors nos passés sont plus entrelacés que nous ne le pensions. Je te jure que je ne savais rien de tout ça, dit Mathieu, faisant un pas vers elle. Et je vais utiliser toutes les ressources que j'ai pour découvrir la vérité. Avant qu'Hélène ne puisse répondre, la porte de l'atelier s'ouvrit. C'était Charles, l'autre restaurateur du musée, son visage pâle d'inquiétude. « Hélène, dit-il, sa voix urgente, il y a un homme à l'accueil. Il a une photo de toi d'avant. » La peur traversa le visage d'Hélène, mais fut rapidement remplacée par la détermination. « Je ne peux plus fuir, dit-elle, regardant Mathieu. Il est temps d'affronter le passé. » Mathieu prit sa main, la serrant doucement. « Pas seul, pas cette fois. » Charles ferma rapidement la porte de l'atelier, son visage habituellement serein marqué par l'inquiétude. « L'homme a dit qu'il était un détective privé, » expliqua-t-il à voix basse. « Mais il y a quelque chose d'étrange chez lui. Je l'ai déjà vu avant observant le musée. » Hélène échangea un regard significatif avec Mathieu. « Comment est-il » demanda-t-elle, sa voix contrôlée malgré la tension évidente.
Grand, environ 50 ans, cheveux grisonnants, décrivit Charles, puis il hésita avant d'ajouter « Et il a mentionné ton père ». Le visage d'Hélène pâlit légèrement, mais sa posture resta ferme. C'est alors que Charles fit quelque chose d'inattendu. Il sortit de sa poche une petite clé USB et la lui donna. « Je pense qu'il est temps que tu saches », dit-il doucement. « Je ne suis pas seulement un restaurateur, je suis le fils de Robert. Mercier, qui était auditeur des finances publiques. Il a également découvert des irrégularités dans les importations du porc, à la même époque que ton père. » La révélation tomba comme un coup de tonnerre dans le petit atelier. Hélène porta la main à sa bouche, reconnaissant le nom. « Robert Mercier, mon père a mentionné ce nom dans les documents qu'il a laissés. » Charles acquiesça. Nos pères travaillaient ensemble, enquêtant sur le même système. Quand il a appris ce qui était arrivé à ton père, le mien a aussi dû disparaître. Il s'est éloigné pour me protéger. Mathieu observait la scène avec attention, les pièces du puzzle commençant à s'emboîter. « C'est pour ça que tu travailles ici, conclut-il. Tu enquêtes aussi. »« Depuis des années, je suis des pistes, connectant des points, » confirma Charles. « J'ai obtenu une place au musée parce que je savais que les œuvres d'art étaient une partie fondamentale du système. Et quand Hélène est arrivée, il sourit tristement. J'ai reconnu les schémas dans son histoire, même si elle n'a jamais révélé sa véritable identité. » Hélène tenait la clé USB comme si c'était quelque chose de précieux et dangereux à la fois. « Qu'y a-t-il là-dedans ?»« Tout ce que mon père a pu rassembler, » répondit Charles. « Documents, registres, photos, y compris des preuves concernant Art and Maritime Trading Co. Il a tout gardé, attendant le bon moment. » Un bruit dans le couloir les fit tous sursauter. Mathieu se positionna immédiatement près de la porte, tandis que Charles rangeait rapidement quelques documents qu'il tenait. « Nous devons sortir d'ici, » dit Mathieu avec urgence. « Ma maison a une sécurité privée. Nous pourrons analyser ces informations tranquillement là-bas. » Hélène regarda les œuvres qu'elle était en train de restaurer, particulièrement la toile expressionniste avec les codes cachés. « Je ne peux pas laisser ces œuvres ici. S'ils se rendent compte de ce que nous avons découvert, je m'en occupe, » assura Charles. « J'ai l'autorisation de transférer des pièces au laboratoire de conservation au sous-sol. Je les garderai en sécurité. » Mathieu avait déjà son téléphone en main, mobilisant son équipe de sécurité. « Y a-t-il une sortie par l'arrière » demanda-t-il à Charles. « Mieux que ça, » répondit le restaurateur, se déplaçant vers une grande armoire de matériel. D'un mouvement précis, il révéla une porte discrète, partiellement cachée. Passage de service. Il mène à la rue latérale, où se trouvent les fournisseurs. Hélène rassembla rapidement son sac et quelques documents personnels, tandis que Mathieu coordonnait avec son équipe par téléphone. Avant de sortir, elle se tourna vers Charles. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit avant ?» Le restaurateur sourit, gentiment. « Pour la même raison que tu as gardé ton secret. Parfois, le silence est la meilleure protection. Mais maintenant, il regarda significativement la clé USB dans sa main. Maintenant, il est temps que la vérité éclate. » Quand Hélène et Mathieu émergèrent dans la rue latérale, une voiture discrète les attendait déjà. Tandis qu'ils s'éloignaient du musée, Hélène regarda la clé USB dans ses mains, puis Mathieu. « Tu es sûr de vouloir t'impliquer là-dedans » demanda-t-elle. « Ton nom, ton entreprise. » Mathieu l'interrompit avec douceur. « Mon entreprise a été utilisée dans ce système sans ma connaissance. S'il y a un lien avec ce qui est arrivé à ton père, avec le père de Charles, je dois savoir. Pas seulement pour toi, mais pour moi aussi. » Hélène acquiesça, serrant fort la clé USB. Alors il est temps de découvrir combien du passé est encore vivant dans le présent. Le Penthouse de Mathieu dans le 16e arrondissement, avec sa vue panoramique de Paris, lui donnait normalement une sensation de contrôle. Mais ce soir-là, alors que lui et Hélène examinaient les fichiers de la clé USB sur le grand écran de son bureau privé, cette sensation de contrôle semblait de plus en plus illusoire. « Regarde ça !» Hélène pointa vers l'écran où une série de documents numérisés montrait des registres d'importation. Les valeurs déclarées de ces œuvres sont ridiculement basses pour des pièces de ce calibre. Mathieu, qui avait beaucoup appris sur l'art ces derniers mois, reconnut la discordance. Sous-facturation classique. Mais pourquoi utiliser des œuvres d'art? Parce que l'art est subjectif, expliqua Hélène, ses yeux brillant avec l'intensité qu'elle montrait toujours en parlant de son travail.
La valeur d'une œuvre peut varier énormément selon l'authenticité, l'état de conservation, la demande du marché. C'est le véhicule parfait pour déplacer de grosses sommes sans éveiller immédiatement les soupçons. Elle ouvrit un autre fichier, des photographies d'œuvres qui étaient repassées par le port de Marseille. Sur chacune d'elles, Charles avait marqué des détails presque imperceptibles, symboles, motifs géométriques, petites marques qui semblaient faire partie des peintures. « C'est un système de codage sophistiqué », murmura Hélène, plus pour elle-même que pour Mathieu. Chaque marque représente des valeurs, des dates, des comptes. Mon père avait commencé à le déchiffrer avant d'eux. Sa voix faiblit et Mathieu posa doucement sa main sur son épaule. C'est alors que quelque chose sur l'écran attira son attention, un nom familier sur un des vieux documents. « Attends, dit-il se penchant en avant. Je connais cette signature. C'est celle d'Antoine Mercier, l'un des principaux partenaires de mon père à l'époque. » Hélène se figea. « Mercier, comme Charles Mercier? Ce doit être le frère ?» De son père, conclut Mathieu, les connexions se formant rapidement dans son esprit. Antoine était responsable de la division internationale de l'entreprise. C'est lui qui a suggéré la création d'Art & Maritime. Ils continuèrent à fouiller dans les archives, chaque découverte apportant plus de clarté et plus d'inquiétude. Art & Maritime n'était pas seulement une filiale dormante. C'était une pièce centrale dans un système élaboré de blanchiment d'argent à travers des œuvres d'art surfacturées et des biens immobiliers sous-évalués. « Ton père » dit doucement Hélène. Il savait? Mathieu passa sa main sur son visage, sentant le poids du doute. « Je ne sais pas. À l'époque, l'entreprise était au bord de la faillite. Il a peut-être fermé les yeux sur certaines pratiques douteuses, ou peut-être a-t-il été manipulé par des personnes en qui il avait confiance. » Un bip doux interrompit la conversation, le système de sécurité alertant de l'arrivée de quelqu'un. Mathieu vérifia rapidement les caméras sur sa tablette. « C'est Charles », informa-t-il un peu surpris. « Comment savait-il où ?»« Je le lui ai dit », admit Hélène. « Après tant d'années à garder ce secret, je pense qu'il mérite de faire partie des découvertes. » Quelques minutes plus tard, Charles les rejoignit dans le bureau, apportant avec lui un vieux dossier. « J'ai trouvé ça dans le laboratoire de conservation », expliqua-t-il, ouvrant le dossier sur la table. « Ce sont les registres originaux de restauration des œuvres qui sont passées par Art & Maritime. Mon oncle, il visitait fréquemment le musée à cette époque. » Hélène examina les documents avec une attention professionnelle. « Certaines de ces œuvres n'ont jamais été réellement restaurées, » conclut-elle. « Les procédures décrites ici sont techniquement impossibles pour l'époque. Des restaurations fantômes, acquiesça Charles, une façon de justifier le temps que les œuvres passaient au musée pendant que les codes étaient insérés. » Mathieu observait l'interaction entre les deux restaurateurs, admirant comment leur connaissance technique révélait des couches de fraude qu'un profane n'aurait jamais perçues. C'est alors que son téléphone vibra, un message de son équipe de sécurité. « L'homme qui était au musée, » lut-il à voix haute, « a été identifié. C'est un ex-policier, maintenant détective privé. Il a des liens avec une société de conseil en art appartenant à... » Antoine Mercier, compléta Charles, sa voix chargée d'amertume. « Mon oncle a toujours su où j'étais. Il m'a probablement suivi jusqu'à trouver Hélène. » Un lourd silence tomba sur le bureau. Hélène alla à la fenêtre, observant les lumières de la ville. « Ils savent que nous avons découvert quelque chose, » dit-elle finalement. « Ils ne vont pas simplement laisser passer ça. » Mathieu s'approcha d'elle, sa présence ferme et réconfortante. « Alors nous devons être plus rapides et plus intelligents. » Charles acquiesça, prenant son téléphone. « Je vais appeler mon père. Après toutes ces années à se cacher, peut-être est-il temps pour lui aussi de refaire surface. » « Et les œuvres au musée ?» demanda Hélène, préoccupée. « Elles sont en sécurité, garantit Charles. J'ai tout transféré dans un endroit que seul le conservateur en chef et moi connaissons. Mais nous devons agir vite, si ces codes révèlent ce que nous pensons. » Alors nous avons entre les mains la preuve d'un système qui s'étend sur des décennies, compléta Mathieu. Et des personnes puissantes feront tout pour maintenir cela enterré. L'aube trouva Hélène, Mathieu et Charles encore penchés sur les documents dans le bureau. Des tasses de café vides et des notes éparpillées témoignaient de la nuit blanche. L'ordinateur portable affichait des images agrandies des œuvres d'art, chaque détail minutieusement analysé. « J'ai réussi à parler à mon père », annonça Charles, raccrochant le téléphone après une longue conversation. «
Il vient à Paris. Il dit qu'il a des informations qu'il n'a jamais révélées à personne, pas même dans les documents qu'il a laissés. Hélène leva les yeux des papiers qu'elle examinait. C'est risqué pour lui de s'exposer, ainsi après tant de temps. Il pense qu'il s'est caché assez longtemps, répondit Charles, un demi-sourire triste sur son visage. Ses mots exacts étaient « Il est temps d'honorer le courage de Vincent ». Le nom du père d'Hélène, prononcé à voix haute, provoqua un silence momentané dans la pièce. Mathieu observa comment elle ferma brièvement les yeux, absorbant l'impact de ce nom presque oublié. Messieurs, Marion, la secrétaire de Mathieu, entra dans le bureau après un coup discret à la porte. L'audit a trouvé quelque chose que vous devez voir de toute urgence. Elle remit un dossier à Mathieu, qui l'ouvrit immédiatement. Ses yeux parcoururent rapidement les pages, son visage se durcissant à chaque ligne. Art & Maritime n'était pas seul, expliqua-t-il aux autres. Il y avait un réseau d'entreprises similaires, toutes interconnectées. Et toutes, il hésita, regardant Hélène, toutes avaient un lien avec des œuvres qui passaient par le musée pour restauration. Hélène se leva brusquement, allant jusqu'à la grande fenêtre. La ville en contrebas commençait à s'éveiller, ignorant le drame qui se déroulait dans le penthouse. Les œuvres que je restaure actuellement, dit-elle se retournant pour faire face aux autres, font partie d'un don récent. Quand j'ai commencé à trouver les codes, j'ai pensé que c'était juste d'anciens registres, mais... Elle prit sa tablette, ouvrant quelques photos. Regardez les dates dans les signatures cachées. Charles et Mathieu s'approchèrent. Les marques presque invisibles pour des yeux non entraînés contenaient des dates récentes. Le système n'a jamais cessé, conclut Charles, sa voix chargée de colère contenue. Ah, elles sont simplement devenues plus sophistiquées. Une alerte retentit sur le téléphone de Mathieu, son équipe de sécurité. Le détective privé est en mouvement, informa-t-il, lisant le message. Il vient de sortir d'une réunion avec Antoine Mercier. Nous devons transférer ces œuvres dans un endroit plus sûr, déclara Hélène. S'ils se rendent compte que nous avons déchiffré les codes, ce ne sera pas nécessaire, une nouvelle voix interrompit. Tous se tournèrent vers la porte, où Marion se tenait à nouveau, mais cette fois accompagnée d'un homme d'environ 60 ans, aux cheveux complètement blancs et à la posture droite malgré l'âge. « Papa !» s'exclama Charles, s'avançant pour embrasser Robert Mercier. L'homme plus âgé rendit brièvement l'étreinte à son fils avant de se tourner vers les autres. Ses yeux s'attardèrent sur Hélène, une lueur de reconnaissance et d'émotion apparaissant en eux. « Tu ressembles beaucoup à ton père, dit-il doucement. Vincent serait fier de voir la femme que tu es devenue. » Hélène sentit ses jambes faiblir légèrement et Mathieu s'approcha instinctivement pour lui donner son soutien. Robert Mercier marcha jusqu'à la table, observant les documents éparpillés. « Je vois que vous avez déjà découvert beaucoup, » commenta-t-il. « Mais il y a quelque chose que je dois vous montrer. » Il sortit de sa poche un petit objet qui ressemblait à une clé USB ancienne. Ceci contient la clé pour comprendre tout le système de code dans les œuvres. Ton père, il regarda Hélène, a développé une méthode brillante pour tout documenter sans laisser de traces évidentes. Pourquoi n'avez-vous pas utilisé ces informations avant ? Demanda Charles, une pointe d'accusation dans sa voix. Robert soupira lourdement. Parce que seule, elle n'aurait pas été suffisante. Nous avions besoin de quelqu'un qui puisse réellement comprendre les œuvres d'art, qui puisse voir les modèles comme Vincent les voyait. Et nous avions besoin, il regarda significativement Mathieu, de quelqu'un avec assez de pouvoir pour affronter les personnes impliquées. Mathieu redressa les épaules, sentant le poids de cette responsabilité. Mon entreprise a été utilisée dans ce système. J'ai autant d'intérêt que vous à exposer la vérité. La vérité, dit gravement Robert, est encore plus grande que vous ne l'imaginez. Ce que vous avez découvert jusqu'à présent n'est que la surface. Les œuvres récentes qu'Hélène a mentionnées, elles font partie de quelque chose de beaucoup plus complexe. Il connecta la clé USB à l'ordinateur et une série de fichiers commença à s'ouvrir. Le système de code dans les œuvres n'enregistre pas seulement des valeurs et des transactions. Il contient des noms, des dates, des connexions. C'est une carte complète d'un réseau qui s'étend sur des décennies. Hélène s'approcha de l'écran, ses yeux professionnels identifiant rapidement des modèles dans les documents. Ces symboles, ce sont les mêmes que j'ai trouvés dans les nouvelles œuvres. Exactement, confirma Robert,
Parce que les personnes derrière le système original n'ont jamais arrêté. Elles ont simplement évolué, se sont adaptées. Et maintenant, une nouvelle alerte retentit sur le téléphone de Mathieu, interrompant l'explication. Son expression changea en lisant le message. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda Hélène, percevant sa tension. « On vient d'essayer de pirater le système de sécurité de mon entreprise, » répondit-il, sa voix grave. « Quelqu'un tente d'accéder à tous les fichiers liés à Art and Maritime. » Marion entra rapidement. Dans le bureau, son visage habituellement composé, montrant des signes d'inquiétude. « Monsieur Laroche, l'équipe informatique signale des tentatives d'accès sur plusieurs serveurs simultanément. C'est une attaque coordonnée. » Mathieu était déjà au téléphone avec son équipe de sécurité numérique, donnant des instructions rapides et précises. Hélène et Charles échangèrent des regards préoccupés, tandis que Robert Mercier restait étrangement calme, comme s'il s'attendait à quelque chose comme ça. « Ils essaient d'effacer les traces », commenta Robert, sa voix chargée d'expérience. « Mais ils commettent toujours la même erreur. Ils se concentrent sur le numérique et oublient le papier. » Il ouvrit son dossier, révélant une série de documents jaunis par le temps. « Ces dernières années, tout en me tenant caché, je n'ai pas été inactif. J'ai construit mon propre réseau de contacts, des personnes qui voulaient aussi exposer à la vérité mais avaient peur d'agir seules. » Hélène examina les documents avec une attention professionnelle. C'étaient des registres de restauration, des reçus, des contrats, tous apparemment normaux à première vue, mais qui, pour des yeux entraînés, révélaient un modèle cohérent d'irrégularité. Ici, elle pointa vers une série de chiffres. Sur l'un des documents, ce sont les mêmes séquences que j'ai trouvées dans les œuvres récentes. Ils continuent d'utiliser le même système de codage de base. Leur arrogance, acquiesça Robert. Ils pensent que personne d'autre ne pourrait déchiffrer la méthode de Vincent. Mais tu as hérité plus que ses yeux, n'est-ce pas, Hélène? Sentit un nœud dans la gorge. Son père disait toujours qu'elle avait un don spécial pour les modèles, une façon unique de voir des connexions là où d'autres ne voyaient que le chaos. C'était l'une des raisons pour lesquelles elle était devenue une restauratrice si habile. Mathieu raccrocha, son expression tendue mais déterminée. L'équipe informatique a réussi à contenir l'attaque, mais il hésita regardant Hélène. Certaines informations ont fuité, y compris sur les œuvres que tu restaures actuellement. Ils savent, conclut Charles, ils savent que nous avons découvert les codes. Pas seulement ça, continua Mathieu. J'ai reçu une notification du conseil d'administration. Antoine Mercier a convoqué une réunion extraordinaire pour demain. Le sujet officiel est réévaluation des actifs historiques. Robert laissa échapper un rire sans humour. Mon frère a toujours été direct quand il se sentait acculé. Il va essayer d'utiliser le conseil pour t'écarter, Mathieu. Il a probablement déjà préparé des documents pour te compromettre. Qu'il essaie, répondit Mathieu, une détermination de fer dans sa voix. J'ai plus de soutien au conseil qu'il ne l'imagine. Et maintenant, il regarda les documents éparpillés sur la table. J'ai quelque chose qu'il n'attend pas. Des preuves. Hélène s'approcha de la fenêtre à nouveau, observant la ville maintenant complètement éveillée. Le soleil du matin projetait de longues ombres entre les bâtiments, créant un jeu de lumière et d'obscurité qui rappelait les couches de peinture qu'elle enlevait dans son travail. « Les œuvres au musée », dit-elle soudainement, se retournant vers les autres. « S'ils savent que nous avons découvert les codes, ils pourraient essayer de les récupérer ou de les détruire. »« J'y ai déjà pensé, » répondit Charles. J'ai appelé le conservateur en chef dès mon arrivée. Il a accepté de transférer toutes les œuvres suspectes dans le coffre-fort principal du musée, sous prétexte d'une analyse technique spéciale. Mathieu consulta sa montre. La réunion du conseil est demain à 10 heures. Nous devons organiser toutes ces informations d'ici là. Robert, votre présence à la réunion serait impossible. L'homme plus âgé l'interrompit. Apparaître publiquement maintenant serait une erreur stratégique, mais... Il sourit légèrement. Je peux préparer un témoignage vidéo, avec tous les détails que j'ai gardés ces dernières années. Hélène s'assit à la table, commençant à organiser méthodiquement les documents. Nous avons besoin de plus que des preuves documentaires, dit-elle. Nous devons montrer comment le système fonctionne dans les œuvres actuelles. Je peux préparer une présentation technique, démontrant les codes et leur évolution au fil du temps. Et moi, ajouta Charles,
Je peux prouver comment le système de restauration du musée a été manipulé pour accommoder ces opérations. Mathieu observa ce groupe improbable, uni par des circonstances extraordinaires. Une restauratrice qui portait l'héritage de son père, un homme qui avait passé des années caché cherchant la justice, son fils qui n'avait jamais abandonné la vérité, et lui-même, l'entrepreneur qui avait découvert que son empire avait des fondations qui devaient être exposées à la lumière. « Marion », appela-t-il sa secrétaire, « annulez tous mes rendez-vous d'aujourd'hui et préparez la salle de conférence. Nous aurons besoin de beaucoup d'espace et d'une totale confidentialité. » Tandis que la secrétaire sortait pour exécuter ses ordres, Mathieu se tourna vers Hélène, qui continuait à organiser les documents avec la même précision qu'elle appliquait dans ses restaurations. « Tu es sûr de vouloir faire ça ?» demanda-t-il doucement. « Une fois que nous aurons présenté ces preuves, il n'y aura pas de retour en arrière. » Hélène leva les yeux vers lui et Mathieu vit en eux la même détermination qui l'avait fasciné depuis leur première rencontre. « À la galerie. Pour la première fois en 15 ans, répondit-elle, je ne fuis plus. Je restaure, pas seulement. » La salle de conférence de La Roche Entreprise s'était transformée en un centre d'opération improvisé. Sur les murs de verre, maintenant couverts par des stores pour garantir la confidentialité, Hélène avait fixé des reproductions agrandies des œuvres d'art, avec leurs codes cachés mis en évidence, sur des transparents superposés. « Le système est brillant dans sa simplicité, » expliquait-elle, pointant vers différentes marques sur les peintures. Chaque motif géométrique correspond à un type spécifique de transaction. Les couleurs et les positions indiquent des valeurs et des dates. C'est comme un langage visuel complexe, mais parfaitement logique quand on connaît les paramètres. Charles complétait l'analyse avec les registres de restauration, montrant comment les dates et les procédures étaient manipulées pour correspondre au système. Mathieu, quant à lui, corrélait ces informations avec les mouvements financiers d'Art, Maritime et d'autres entreprises impliquées. Marion entra dans la salle en portant une autre bouteille d'eau. « Monsieur Laroche, le département juridique a envoyé les documents que vous avez demandés et... » Elle hésita brièvement. « Il y a une journaliste qui insiste pour vous parler. Elle dit avoir des informations sur Antoine Mercier. » Mathieu échangea un regard avec Robert qui acquiesça discrètement. « Quel est son nom ?»« Béatrice Champ, du journal économique, » répondit Marion. « Je la connais, » commenta Robert. « Elle a essayé d'enquêter sur l'affaire il y a quelques années, mais n'a pas obtenu assez de preuves. Elle est fiable. » Mathieu réfléchit un moment. « Fixez un rendez-vous pour ce soir, dans un lieu neutre. Mais d'abord, nous devons terminer. Ceci. » Hélène observait l'une des œuvres les plus récentes, son visage concentré pour déchiffrer chaque détail. « Il y a quelque chose de différent ici, » murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour les autres. Les motifs ont subtilement changé dans les dernières pièces. Charles s'approcha pour examiner. « Tu as raison. C'est comme si... » Il prit d'autres documents, comparant rapidement, comme s'il préparait quelque chose de plus grand. Robert, qui revisait ses notes dans un coin, leva la tête. Les dates correspondent à la période où Antoine a commencé à étendre ses affaires à l'international. Il a ouvert des galeries à Londres et à New York, étendant le système globalement, conclut Mathieu, sentant le poids de la découverte. C'est pour ça qu'ils sont si pressés d'essayer de nous arrêter. Ce n'est pas seulement à propos du passé, ce sont des opérations en cours. Hélène continuait d'étudier les œuvres, son regard professionnel, captant des nuances que d'autres pourraient manquer. C'est alors que quelque chose attira son attention dans l'une des peintures les plus récentes. « Mathieu » appela-t-elle, sa voix tendue. « Regarde ça, la signature de l'artiste. Ce n'est pas juste une signature. » Tous s'approchèrent tandis qu'elle pointait une séquence presque microscopique de symboles entrelacés à la signature du peintre. « Ce sont des coordonnées, » expliqua-t-elle, « et une date, la semaine prochaine. Je pense qu'ils ont documenté la prochaine transaction directement dans l'œuvre. »« Un transfert international, » compléta Charles, analysant les codes. « Des valeurs importantes, d'après le modèle utilisé. » Mathieu prit immédiatement son téléphone, mais Robert l'arrêta. « Non, » avertit l'homme plus âgé. « Si nous alertons les autorités maintenant, ils auront le temps de couvrir leurs traces. Nous devons attendre jusqu'à la réunion du conseil. » « Et s'ils réalisent la transaction avant ?» questionna Mathieu. « Ils ne le feront pas, » répondit
Hélène avec certitude. Le système dépend du fait que les œuvres soient au bon endroit, avec les bonnes marques, et les principales pièces sont en sécurité dans le coffre du musée. Une alerte sonna sur le téléphone de Charles, un message du conservateur en chef du musée. Son visage pâlit en le lisant. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda Hélène, remarquant son expression. « Antoine Mercier vient d'arriver au musée, informa-t-il, avec une ordonnance judiciaire pour examiner les œuvres du dernier don. Il prétend s'inquiéter de l'authenticité des pièces. » Le groupe échangea des regards, comprenant la gravité de la situation. Ils étaient dans une course contre la montre, et l'adversaire venait de faire son mouvement. « Combien de temps avant qu'il ne découvre que les œuvres ne sont pas dans les galeries ?» demanda Mathieu. « Des minutes, » répondit Charles. « Le conservateur va essayer de le retarder, mais... » « Alors nous devons accélérer nos plans, » décida Hélène, se tournant vers les preuves éparpillées dans la salle. « Nous devons finir de tout documenter aujourd'hui. La réunion du conseil peut être notre seule chance. » Mathieu observa cette femme extraordinaire, qui avait transformé son art en instrument de justice, et sentit une vague d'admiration et de détermination. « Marion, » appela-t-il sa secrétaire, « contactez le département juridique. Je veux que nos meilleurs avocats révisent chaque document d'ici demain matin. » Robert commença à organiser ses notes. « Je vais enregistrer mon témoignage maintenant. Plus nous pourrons présenter de détails, mieux ce sera. » Hélène s'arrêta un moment, regardant par la fenêtre la ville qui se préparait pour le coucher du soleil. Quelque part là-bas, les mêmes personnes qui avaient pris son père se mobilisaient, essayant une fois de plus de dissimuler la vérité. « Ils n'y arriveront pas, » murmura-t-elle, retournant au travail avec une détermination renouvelée. Pas, cette fois. Le café Montmartre, au cœur du quartier Saint-Germain, était presque vide à cette heure de la nuit. À une table discrète au fond, Mathieu et Hélène rencontrèrent Béatrice Champ, une journaliste d'une quarantaine d'années aux yeux vifs et un carnet usé entre les mains. « Je vous remercie de me recevoir », commença-t-elle, après les salutations initiales. « J'enquête sur Antoine Mercier depuis des années, mais j'ai toujours rencontré des impasses, jusqu'à maintenant. » Elle ouvrit son ordinateur portable, révélant une série de documents. « Il y a 3 mois, j'ai reçu une dénonciation anonyme concernant ces galeries internationales. Le schéma d'acquisition, les valeurs déclarées, tout indiquait des irrégularités, mais il manquait quelque chose de concret, une preuve définitive. » Hélène observait les informations avec un intérêt professionnel. « Les galeries ne sont que la partie visible, » commenta-t-elle. « Le véritable système est dans les œuvres elles-mêmes. » Béatrice se pencha en avant, intriguée. « Comment ça, Mathieu ?» Et Hélène échangèrent des regards, décidant silencieusement de ce qu'ils pouvaient révéler. Ce fut Hélène qui prit la décision. « Ce que je vais vous montrer doit rester confidentiel jusqu'à demain, » dit-elle, ouvrant sa propre tablette. « Après cela, l'histoire sera la vôtre. » Pendant l'heure qui suivit, Hélène expliqua le système de code montrant comment les œuvres d'art étaient utilisées pour documenter des transactions illicites. Béatrice prenait des notes frénétiquement, posant occasionnellement des questions précises qui démontraient sa compréhension de la complexité de l'affaire. « C'est bien plus grand que ce que j'imaginais », admit finalement la journaliste. « Ce n'est pas seulement une question de blanchiment d'argent, c'est tout un système de comptabilité parallèle, opérant à la vue de tous depuis des décennies. Et il reste actif, » ajouta Mathieu. « Les œuvres les plus récentes montrent qu'ils étendent l'opération à l'international. » Béatrice ferma son carnet, son visage sérieux. « Vous savez que dès que cela sera rendu public, il y aura des représailles. Des personnes puissantes seront exposées. »« C'est pourquoi nous avons besoin de vous, » répondit Hélène. « Demain, lors de la réunion du conseil, nous présenterons toutes les preuves. Mais nous devons garantir que l'histoire ne sera pas étouffée. »« Vous pouvez compter sur moi, » assura Béatrice. « J'ai des contacts dans des médias internationaux. Une fois que l'histoire éclatera, il sera impossible de la contenir. » Pendant qu'ils discutaient des derniers détails, le téléphone de Mathieu vibra. Un message de Charles. Antoine a quitté le musée. Il était furieux de ne pas trouver les œuvres. Il convoque une réunion d'urgence avec ses avocats. Hélène lut le message par-dessus l'épaule de Mathieu, son corps se tendant instantanément. Ils vont tenter quelque chose avant la réunion du conseil,
Béatrice observait l'interaction des deux avec un intérêt journalistique. « Vous formez un duo intéressant », commenta-t-elle. L'entrepreneur et la restauratrice découvrant un système international de fraude à travers l'art, Mathieu. Sourit légèrement, sa main trouvant celle d'Hélène sous la table. Parfois, les meilleures associations naissent des contrastes. Et parfois, ajouta Hélène, une lueur déterminée dans ses yeux, il faut tout déconstruire ce que nous connaissons pour trouver la vérité. En quittant le café, la nuit parisienne était étonnamment claire, les étoiles visibles malgré la pollution lumineuse de la ville. Béatrice suivit son propre chemin, prête à préparer la bombe journalistique qui exploserait le lendemain. Dans la voiture, en route vers le penthouse de Mathieu où il continuerait les préparatifs pour la réunion, Hélène restait pensive. « Quoi penses-tu » demanda doucement Mathieu. « À la façon dont la vie fait des détours » répondit-elle regardant par la fenêtre. « J'ai passé tant de temps à me cacher, à essayer d'être invisible. Et maintenant tu es sur le point d'exposer l'un des plus grands systèmes de fraude du pays, compléta-t-il. Hélène se tourna vers lui, ses yeux brillant d'un mélange de détermination et de vulnérabilité. Ce n'est pas seulement ça. Pour la première fois en 15 ans, je sens que je peux être vraiment moi-même, sans masque, sans peur. Mathieu gara la voiture dans le garage de l'immeuble, mais ne fit pas mine de sortir. « Tu as changé ma vie, tu sais ?» dit-il, sa voix chargée d'émotion. « Tu m'as fait voir au-delà des apparences, au-delà du contrôle que je pensais devoir avoir sur tout. Et tu m'as donné la force d'arrêter de fuir, » répondit-elle, se penchant pour l'embrasser doucement. Le moment de tendresse fut interrompu par un nouveau message sur le téléphone de Mathieu. C'était Marion. Urgent, tentative d'intrusion dans le système de sécurité de l'immeuble, protocole d'urgence activé. Les deux échangèrent un regard, la réalité de la situation revenant avec force. La nuit serait longue, et le jour suivant promettait d'être encore plus éprouvant. L'équipe de sécurité de Mathieu transforma le penthouse en une forteresse virtuelle. Des techniciens informatiques travaillaient frénétiquement pour tracer l'origine de la tentative d'intrusion, tandis que des gardes supplémentaires étaient positionnés à des points stratégiques du bâtiment. Les protocoles d'urgence ont fonctionné, informa le chef de la sécurité. Aucune brèche n'a été détectée, mais ils étaient en fait bons, des professionnels. Hélène observait les mouvements de l'équipe technique avec un calme surprenant. Des années à vivre en alerte, elle avait la préparée à des moments comme celui-ci. « Ils sont désespérés », commenta-t-elle. « Cela signifie que nous sommes sur la bonne voie. » Charles arriva peu après, portant un dossier avec des documents du musée. « Le conservateur en chef a envoyé ceci », expliqua-t-il, étalant les papiers sur la table de la salle à manger, maintenant convertie en centre d'opération. Ce sont les registres originaux de toutes les œuvres suspectes. Antoine a essayé d'y accéder mais n'a pas réussi. Robert, qui n'avait pas quitté l'appartement depuis son arrivée, examina les documents avec intérêt. « Regardez ça », pointa-t-il vers une série de chiffres. « Ce sont les mêmes modèles que nous avons trouvés dans les transactions d'Art and Maritime. Ils utilisaient le musée comme point de validation. » Mathieu reçut un appel qui le fit froncer les sourcils. « C'était mon contact au conseil », informa-t-il après avoir raccroché. « Antoine essaie d'avancer la réunion à la première heure du matin, prétextant une urgence administrative. »« Il veut nous prendre au dépourvu », conclut Hélène. Mais il y avait un sourire confiant sur son visage. Mais il ne sait pas que nous avons déjà tout préparé. Le groupe continua à travailler toute la nuit, affinant la présentation qu'il ferait au conseil. Hélène organisa une séquence impressionnante d'images, montrant l'évolution des codes cachés dans les œuvres, tandis que Charles préparait un rapport détaillé sur la manipulation du système de restauration au fil des ans. Vers 3 heures du matin, alors qu'il revisait une dernière fois tous les documents, Marion entra dans l'appartement avec une expression préoccupée. « Monsieur », s'adressa-t-elle à Mathieu, « je viens de recevoir une information. Antoine Mercier est à l'aéroport. Apparemment, il a un jet privé prêt à décoller pour Londres dès l'aube. Il va essayer de finaliser la transaction que nous avons trouvée codée dans la dernière œuvre, déduisit rapidement Hélène. S'il parvient à transférer les valeurs avant la réunion. Il n'y parviendra pas, l'interrompit Mathieu prenant son téléphone. Après une brève conversation en anglais, il se tourna vers le groupe. « Je viens de parler avec mes contacts à Londres. Ces galeries sont sous surveillance discrète depuis notre conversation avec Béatrice. »
Robert acquiesça avec approbation. Fermez toutes les issues. C'est ainsi que nous avons attrapé d'autres fraudeurs dans le passé. Un son doux de notification vint de la tablette. D'Hélène. C'était un courriel du système de sécurité du musée. Quelqu'un avait tenté d'accéder au coffre principal en utilisant d'anciennes accréditations. Il n'abandonne pas, murmura-t-elle, montrant le message aux autres. Mais peu importe. Les œuvres sont en sécurité et les codes. Elle sourit, pointant vers ses notes méticuleuses. Les codes ont déjà révélé tous leurs secrets. Mathieu observait cette femme extraordinaire qui avait transformé sa propre histoire de perte en un outil de justice. En quelques mois, elle n'avait pas seulement changé sa vie personnelle, mais l'avait aussi aidé à découvrir et à affronter les ombres qui planaient sur son empire d'entreprise. « Nous devrions essayer de nous reposer un peu », suggéra-t-il, remarquant la fatigue dans ses yeux. « La réunion sera à 7 heures et nous devons être alertes. » Hélène acquiesça, mais avant de se retirer dans la chambre d'amis, elle s'arrêta devant la fenêtre. La ville était exceptionnellement silencieuse, comme si elle retenait son souffle pour les événements du lendemain. « Tu sais ce qui est drôle, » dit-elle doucement. « Pendant des années, j'ai vécu avec la peur d'être découverte. Maintenant, pour la première fois, je veux que tous sachent exactement qui je suis et pourquoi je suis ici. » Mathieu s'approcha, l'enveloppant dans une étreinte protectrice. « Et qui es-tu »« Je suis la fille de Vincent Savard, » répondit-elle avec fierté, une restauratrice qui a appris à voir la vérité sous les couches de mensonges. Et demain, elle se tourna pour le regarder dans les yeux, je vais honorer l'héritage de mon père de la meilleure façon possible, en exposant la vérité qu'il a essayé de protéger. Une nouvelle alerte retentit dans le système de sécurité, une autre tentative d'intrusion détectée et bloquée. Mais cette fois, personne ne s'alarma. La forteresse était protégée, les preuves étaient sécurisées, et dans quelques heures, une histoire de décennies de fraude et de secrets serait enfin mise au jour. « Dors un peu », insista doucement Mathieu. « Demain sera une longue journée. » Hélène acquiesça, mais avant de se retirer, elle jeta un dernier regard aux documents éparpillés dans la pièce. Des années de secrets, codés dans des œuvres d'art, sur le point d'être révélés. Son père serait fier. L'aube trouva l'équipe déjà en mouvement. Hélène, après seulement quelques heures de sommeil, était impeccable dans un blazer bleu marine que Charles avait récupéré dans son appartement. Mathieu, comme toujours, portait l'un de ses costumes italiens, mais il y avait quelque chose de différent dans sa posture, une détermination qui allait au-delà de la confiance entrepreneuriale habituelle. Marion coordonnait une équipe d'assistants qui organisait des piles de documents dans des dossiers soigneusement identifiés. Robert donnait les dernières touches à son témoignage vidéo, chaque mot choisi pour causer un impact maximal. « Béatrice a confirmé », annonça Charles, vérifiant son téléphone. « Elle a des équipes de 3 médias internationaux prêtes. Dès que la réunion commencera, ils seront prêts à publier. » Le petit déjeuner fut servi dans la salle à manger, mais peu réussirent à manger. La tension était palpable, mêlée à une étrange sensation de soulagement anticipé. Des années de secrets étaient sur le point d'être exposées. « Rapport de la sécurité », informa Marion entrant dans la pièce. « Antoine est toujours à l'aéroport. Le vol pour Londres a été retardé en raison de problèmes techniques. » Elle échangea un regard significatif avec Mathieu qui acquiesça discrètement. Hélène terminait d'organiser sa présentation sur la tablette. Les images des œuvres, avec leurs codes cachés maintenant mis en évidence dans des superpositions numériques, racontaient une histoire claire, de décennies de fraude sophistiquée. « C'est incroyable », murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour les autres. Comment quelque chose d'aussi complexe peut sembler si évident une fois qu'on sait quoi chercher? Mathieu s'approcha, observant les images par-dessus son épaule. « Comme en restauration », commenta-t-il. « Il faut connaître les bonnes techniques pour révéler ce qui est caché. » Une alerte sonna sur le téléphone de Charles, un message du musée. Le conservateur vient de faire la dernière vérification. Les œuvres sont sécurisées, et il a 2 équipes qui surveillent le coffre. Robert, qui était resté silencieux pendant un certain temps, parla finalement. « Vous rendez-vous compte qu'après aujourd'hui, rien ne sera plus comme avant. Pas seulement pour Antoine et ses associés, mais pour nous tous. » Hélène leva les yeux de son travail. « Je sais. Pour la première fois en 15 ans, je vais pouvoir utiliser mon vrai nom. Je vais pouvoir parler de mon père sans peur. Et moi, ajouta Mathieu, je vais reconstruire l'héritage de mon entreprise sur des fondations propres, pas sur des secrets enterrés. »
Marion interrompit le moment avec plus de mise à jour. Les membres du conseil commencent à arriver au bâtiment de l'entreprise. Et elle hésita brièvement. Antoine a finalement quitté l'aéroport. Il est en route. La nouvelle agit comme un catalyseur. Le groupe commença à rassembler ses matériaux, chaque document, chaque preuve soigneusement vérifiée une dernière fois. La présentation fut transférée sur des dispositifs de sauvegarde, précaution contre toute tentative de sabotage numérique. Avant de partir, Hélène demanda un moment. Elle alla à la fenêtre, observant la ville qui était devenue son refuge et serait maintenant le théâtre de sa rédemption. Mathieu la suivit, comprenant son besoin d'un dernier moment de réflexion. « Tu es prête ?» demanda-t-il doucement. Elle se tourna pour lui faire face, ses yeux brillants d'un mélange d'émotions, détermination, appréhension, espoir. « Tu sais ce que mon père disait toujours. La vérité est comme une œuvre d'art. Elle peut être cachée, endommagée, même oubliée. Mais une fois restaurée, sa beauté est impossible à nier. » Mathieu prit sa main, entrelaçant ses doigts aux siens. « Alors, restaurons cette vérité ensemble. » Le groupe quitta le Penthouse dans 2 voitures différentes, par précaution. Dans l'ascenseur, Hélène fit une dernière vérification sur sa tablette, où l'image d'une des œuvres restaurées brillait à l'écran. Les codes cachés, maintenant si clairs pour elle, semblaient pulser avec l'urgence de la vérité prête à être révélée. « C'est étrange », commenta-t-elle à Mathieu pendant qu'il descendait, « comme la vie imite parfois l'art. Toutes ces couches de secrets, attendant le moment propice pour remonter à la surface. « Et tu es la restauratrice parfaite pour révéler ces couches », répondit-il, son ton chargé d'admiration et d'affection. Quand les voitures quittèrent le garage, le soleil était déjà haut dans le ciel de Paris. En moins d'1 heure, une histoire de décennies de fraude, d'art et de rédemption commencerait à être racontée, et rien ne serait plus comme avant. La salle du conseil de La Roche Entreprise était complètement remplie lorsque Mathieu et Hélène entrèrent. Les conseillers, normalement dispersés en conversations informelles avant les réunions, maintenaient un silence tendu. À l'extrémité opposée de la table, Antoine Mercier était déjà assis, son visage un masque de calme étudié. Charles et Robert attendaient dans une salle adjacente, prêts à entrer au moment opportun. La présence de Robert serait l'élément surprise qui pourrait complètement déséquilibrer le jeu. « Messieurs les conseillers », commença Mathieu, sa voix ferme résonnant dans la salle, « je vous remercie pour votre présence à cette réunion extraordinaire. Avant que M. Mercier ne présente son ordre du jour, j'ai des questions urgentes qui doivent être discutées. » Antoine se pencha légèrement en avant. « Mathieu, je crois qu'il y a un ordre à suivre. En tant que demandeur de la réunion, l'ordre sera maintenu, » l'interrompit doucement Mathieu. « Mais en tant que PDG de cette entreprise, j'ai la prérogative de présenter des questions de gouvernance prioritaires. Et croyez-moi, messieurs, ce que j'ai à montrer est prioritaire. » Hélène connecta sa tablette au système de projection. La première image qui apparut à l'écran était l'une des œuvres récemment données au musée, apparemment une innocente peinture expressionniste. Cette œuvre, commença-t-elle, sa voix professionnelle et assurée, fait partie d'une collection récemment donnée au musée d'art de Paris. À première vue, une pièce ordinaire, mais quand nous appliquons des techniques spécifiques d'analyse, l'image changea, révélant les marquages cachés qu'elle avait découverts. Antoine bougea inconfortablement sur sa chaise. « Ce que nous voyons, continua Hélène, est un système sophistiqué de codes utilisé pour enregistrer des transactions financières qui n'apparaissent dans aucun livre comptable officiel. » Des murmures commencèrent à s'élever parmi les conseillers. Mathieu prit la parole. « Ces derniers mois, nous avons découvert que notre filiale, Art and Maritime Trading Co., a été utilisée comme partie centrale d'un système de blanchiment d'argent qui s'étend sur des décennies. »« C'est ridicule », interrompit Antoine, son visage commençant à montrer des signes de tension. « Cette filiale est inactive depuis des années, et qui est cette femme pour faire de telles accusations ?» C'était le moment qu'Hélène attendait. « Mon vrai nom est Claire Savard », annonça-t-elle, sa voix chargée d'émotions contenues. « Je suis la fille de Vincent Savard, le comptable qui a découvert ce système il y a 15 ans et a payé de sa vie pour avoir tenté de l'exposer. » L'impact de la révélation fut immédiat,
Quelques conseillers plus âgés reconnurent le nom, se souvenant du scandale étouffé d'années auparavant. « Et je ne suis pas seul », continua Hélène. À son signal, Charles entra dans la salle, suivi par Robert Mercier. Le visage d'Antoine perdit toute couleur en voyant « Son frère, Robert », murmura-t-il incrédule. « Bonjour mon frère », répondit calmement Robert. « 15 ans, c'est long pour garder des preuves, n'est-ce pas ?» Durant les 2 heures suivantes, le groupe présenta une séquence dévastatrice de preuves. Hélène démontra comment le système de code dans les œuvres avait évolué au fil des ans, devenant toujours plus sophistiqué. Charles expliqua comment le processus de restauration était manipulé pour permettre l'insertion des marquages. Mathieu, quant à lui, présenta l'audit complet d'Art & Maritime, révélant comment l'entreprise de son père avait été utilisée à son insu. « Messieurs, » conclut-il, « je ne suis pas ici seulement en tant que PDG. Je suis ici comme quelqu'un qui a découvert que l'héritage de sa famille a été entaché par des fraudes et est déterminé à y remédier. » Antoine, qui était resté silencieux pendant une grande partie de la présentation, se manifesta finalement. « Vous n'avez aucune idée de ce que vous faites. Il y a des personnes puissantes impliquées. »« Nous savons exactement qui est impliqué, » l'interrompit Hélène, projetant une nouvelle image. Chaque code dans les œuvres raconte une histoire. Nom, date, valeur, tout est là. À ce moment, Marion entra discrètement dans la salle, remettant une note à Mathieu. Il lut rapidement et un petit sourire apparut sur son visage. « Messieurs, les conseillers, annonça-t-il. Je viens d'être informé que la police judiciaire est dans le hall du bâtiment. Apparemment, ils ont reçu une dénonciation détaillée concernant des fraudes impliquant des œuvres d'art. » Antoine se leva brusquement, mais des agents de sécurité étaient déjà positionnés aux portes. Il n'y avait nulle part où fuir. « Le jet privé pour Londres », commenta Hélène, presque avec désinvolture. « Ce n'était pas seulement un voyage d'affaires, n'est-ce pas? Les coordonnées dans la dernière œuvre, la date d'aujourd'hui. Tu es comme ton père, lança Antoine, sa contenance se brisant finalement. Tu ne sais pas quand te taire. Non, répondit-elle, se redressant. Je suis meilleur que mon père, parce que j'ai terminé ce qu'il a commencé. Les événements qui suivirent semblaient se dérouler au ralenti. Des officiers de la police judiciaire entrèrent dans la salle, présentant des mandats de perquisition. Antoine fut escorté dehors, tandis que les conseillers assistaient, choqués, à l'effondrement d'un empire de fraude qui avait duré des décennies. Hélène observait tout avec un mélange d'émotions, soulagement, tristesse, fierté. 15 ans de fuite s'étaient terminés non pas par un murmure, mais par un coup de tonnerre qui résonnerait longtemps dans le monde des affaires, et de les heures qui suivirent la réunion du Conseil furent un tourbillon d'activités. Pendant que la police judiciaire menait des perquisitions dans les locaux de l'entreprise, les principaux médias du pays diffusaient déjà le scandale. Béatrice Champ, fidèle à sa parole, avait assuré une couverture internationale à l'affaire. Fin d'après-midi, Hélène, désormais officiellement Claire Savard, était de retour dans son atelier au musée. L'espace qui était auparavant son refuge semblait maintenant différent, comme si les murs eux-mêmes gardèrent des secrets qui pouvaient enfin être révélés. « C'est étrange », commenta-t-elle à Mathieu, qui l'accompagnait. « J'ai passé tant de temps à me cacher, et maintenant je peux simplement être moi-même. » Mathieu l'observait tandis qu'elle rangeait ses outils de restauration, une habitude qu'il avait appris à reconnaître comme sa façon de traiter des émotions intenses. « Comment te sens-tu à l'idée d'être Claire à nouveau » demanda-t-il doucement. Elle s'arrêta un moment, réfléchissant à la question. « Hélène n'était pas seulement un déguisement, » répondit-elle finalement. « Elle est devenue une partie de qui je suis. La restauratrice, l'observatrice, la personne qui a appris à voir la beauté même dans les choses endommagées. » « Alors peut-être n'as-tu pas besoin de choisir, » suggéra Mathieu. « Claire ou Hélène, ce sont deux parties de la même histoire. » Le bruit de pas les interrompit. C'était Charles, accompagné de son père Robert. Les deux hommes semblaient émotionnellement épuisés, mais il y avait une légèreté sur leur visage que des années de secrets avaient occulté. Le conservateur en chef veut faire un inventaire complet des œuvres impliquées. Un format... Charles, apparemment certaines pièces de la collection ont beaucoup plus de valeur historique qu'on ne le pensait, une fois les couches de fraude enlevées. Comme en restauration, sourit Hélène Claire.
Parfois, il faut retirer le faux pour révéler la véritable valeur. Robert s'approcha d'une des œuvres qu'elle était en train de restaurer. « Vincent serait fier, dit-il doucement. Non, seulement parce que tu as exposé la vérité, mais parce que tu as transformé ton art en instrument de justice. » Le téléphone de Mathieu sonna. C'était Marion avec des mises à jour de l'entreprise. Après une brève conversation, il se tourna vers le groupe. « Le conseil a convoqué une réunion extraordinaire pour demain, informa-t-il. Ils veulent initier un processus complet de renouvellement dans la gouvernance de l'entreprise. « Et toi ?» demanda Hélène, remarquant un changement subtil dans son expression. « J'ai proposé un retrait temporaire, répondit-il. Non par culpabilité, mais par choix. Je veux participer à la reconstruction de l'entreprise. Mais d'abord. » Il fit une pause significative. « D'abord, j'ai besoin de mieux comprendre ma propre histoire. » Charles et Robert prirent congé peu après, laissant Hélène et Mathieu seuls dans l'atelier. Le soleil de l'après-midi entrait par les hautes et douces fenêtres, créant des motifs de lumière qui dansaient sur les toiles inachevées. « Tu sais ce qui est drôle ?» réfléchit Hélène, observant l'une des œuvres. « Pendant toutes ces années, je pensais me cacher, mais en réalité, je me préparais. Chaque restauration, chaque couche de peinture que j'ai enlevée était un pas vers la vérité. » Mathieu s'approcha, l'enlaçant par derrière tandis qu'ils observaient ensemble la ville à travers la fenêtre de l'atelier. « Et maintenant ? Que prévoit de faire Claire Savard, la restauratrice qui a dévoilé l'un des plus grands systèmes de fraude du pays ?» Elle se retourna dans ses bras, un sourire serein sur son visage. « Continuer à restaurer. Mais maintenant, pas seulement des œuvres d'art, des histoires, des vérités, des vies. Il y a tant à révéler, tant de couches à retirer soigneusement. En commençant par notre histoire, suggéra-t-il, une lueur spéciale dans ses yeux. « Notre histoire a déjà commencé, » répondit-elle. « Au moment où tu es entré dans cette galerie et que j'ai enfin trouvé quelqu'un qui voulait voir au-delà des apparences. » Le soleil continuait sa danse dans l'atelier, illuminant les œuvres qui attendaient d'être restaurées. Chacune d'elles semblait maintenant raconter non seulement sa propre histoire, mais aussi celle d'une femme qui avait transformé son art en un chemin vers la vérité. Et tandis que la ville au-dehors digérait les révélations du jour, deux personnes qui avaient appris à voir au-delà des surfaces commençaient à planifier leur propre processus de restauration, non seulement de leurs vies individuelles, mais d'un avenir qui promettait d'être aussi riche en couleurs et en textures que les œuvres qui les avaient unies. 3 mois s'écoulèrent depuis les révélations qui avaient secoué le monde des affaires et de l'art à Paris. Le musée, autrefois théâtre d'un système élaboré de fraude, s'était transformé en un symbole de renouveau et de transparence. À l'entrée, une exposition spéciale attirait des visiteurs curieux. Art et vérité, l'histoire derrière les œuvres. Claire Savard, encore connue professionnellement comme Hélène, guidait un groupe de jeunes restaurateurs en formation à travers l'exposition. Ses yeux brillaient en expliquant non seulement les techniques de restauration, mais aussi comment l'art pouvait raconter des histoires cachées. La véritable restauration, expliquait-elle, ne consiste pas seulement à retrouver l'apparence originale d'une œuvre. Il s'agit de préserver son histoire, de comprendre ses couches, de respecter ses cicatrices. Parmi les visiteurs, Mathieu observait discrètement. Son costume italien avait été remplacé par des vêtements plus décontractés, partie de son propre parcours de transformation. Après s'être temporairement écarté de la présidence de l'entreprise, il s'était plongé dans un processus de redécouverte personnelle. Quand le groupe se dispersa, Claire s'approcha de lui, un sourire complice sur son visage. « Tu as aimé le cours. C'est inspirant de te voir ainsi, » répondit-il, prenant sa main. « Complètement dans ton élément, partageant non seulement des connaissances, mais de la sagesse. » Le musée était devenu plus qu'un lieu de travail pour Claire. C'était un espace de guérison et de transformation. Après les révélations, de nombreux jeunes artistes et restaurateurs avaient recherché ses conseils, fascinés non seulement par ses compétences techniques, mais par son histoire de résistance et de révélation. Charles, maintenant directeur du département de restauration, les rejoignit en portant quelques documents. « Les résultats de l'analyse des dernières œuvres sont arrivés, » informa-t-il. « Vous n'allez pas croire ce que nous avons trouvé. Dans le laboratoire de restauration, maintenant équipé de technologies de pointe grâce à un don substantiel de la Fondation La Roche, Charles montra les découvertes.
Certaines des œuvres impliquées dans le système étaient, en réalité, beaucoup plus précieuses qu'on ne le pensait. Non pas pour l'argent qu'elles avaient aidé à dissimuler, mais pour leur véritable valeur artistique et historique. C'est comme si elles avaient deux histoires, réfléchit Claire, examinant les analyses. Celle qui leur a été imposée et la véritable qui attendait d'être découverte. En parlant de découverte, commenta Mathieu, le Conseil a approuvé le nouveau programme de gouvernance. Nous établissons un fonds spécifique pour soutenir des projets de préservation artistique et culturelle. Claire sourit, se rappelant comment tout avait commencé, avec un don apparemment fortuit au musée, fait par un entrepreneur tentant d'impressionner une restauratrice mystérieuse. La vie a un sens de l'humour intéressant, commenta-t-elle. Tu as fait ce premier don comme prétexte pour me voir, et maintenant nous faisons vraiment la différence, compléta Mathieu. Mais le prétexte a fonctionné, non? Charles se racla discrètement la gorge. Je vais vous laisser discuter. J'ai une réunion avec des chercheurs internationaux intéressés par notre nouvelle méthodologie d'analyse. Quand ils furent seuls, Claire conduisit Mathieu jusqu'à son espace de travail. Sur le chevalet, une œuvre petite mais significative attendait d'être restaurée. La première peinture qu'elle avait examinée quand elle avait commencé à découvrir les codes cachés. « J'ai décidé de la garder pour la fin », expliqua-t-elle. « Je veux la restaurer non pas pour révéler des secrets, mais pour préserver sa véritable beauté. » Mathieu observa tandis qu'elle organisait ses instruments avec sa précision habituelle. « Tu as beaucoup changé depuis cette première rencontre à la galerie. Nous avons tous les deux changé, corrigea-t-elle. Tu n'es plus l'entrepreneur obsédé par le contrôle, et je ne suis plus la femme qui se cachait dans les ombres. » Par la fenêtre de l'atelier, il pouvait voir le soleil commencer à se coucher sur Paris, peignant le ciel avec des couleurs qu'aucun artiste ne pourrait reproduire parfaitement. La ville aussi avait changé. Le scandale avait provoqué une vague de réformes dans les secteurs culturels et des affaires. « Tu sais ce qui m'impressionne le plus ?» réfléchit Claire, rangeant ses instruments. Comment quelque chose qui a commencé avec tant de peur et de secret a pu se transformer en quelque chose de si positif. Mathieu l'enlaça par derrière, tous deux contemplant le coucher de soleil. C'est peut-être ça le véritable art de la restauration, non seulement réparer ce qui est brisé, mais le transformer en quelque chose d'encore plus significatif. Claire se retourna dans ses bras, ses yeux rencontrant les siens avec la même intensité que lors de leur première rencontre, mais maintenant sans barrière ni secret entre eux. Et notre histoire? Elle a aussi connu une sacrée restauration. Et elle continue d'évoluer, sourit-il. Chaque jour est une nouvelle couche qui se révèle. Le dernier rayon de soleil illumina l'atelier, faisant prendre vie aux couleurs des œuvres alentours. C'était un moment d'harmonie parfaite, entre passé et présent, entre art et vie, entre deux personnes qui avaient appris que les meilleures histoires sont celles qui n'ont pas peur de révéler leurs vérités les plus profondes. Un an après, les révélations qui avaient transformé leur vie, Claire et Mathieu marchaient main dans le jardin du musée. L'endroit avait subi une rénovation complète, partie du projet de transformation qui s'était étendu bien au-delà des murs de l'institution. L'ancien atelier de restauration était maintenant un centre d'excellence, attirant des chercheurs et des professionnels du monde entier. Claire, toujours connue professionnellement sous le nom d'Hélène, partageait son temps entre des restaurations complexes et la formation de nouveaux talents. Son histoire était devenue une inspiration pour de jeunes artistes et restaurateurs. « Parfois, je me surprends encore à chercher des codes cachés dans les œuvres », confessa-t-elle avec un sourire, tandis qu'il se dirigeait vers une zone spéciale du jardin. « Les vieilles habitudes ont la vie dure », répondit Mathieu, son propre sourire reflétant combien il avait aussi changé. Après sa période de retrait, il était revenu à la présidence de l'entreprise avec une nouvelle vision. La Roche Entreprise était devenue un modèle de gouvernance transparente et son programme de soutien aux arts était reconnu internationalement. Au centre du jardin, une petite foule se rassemblait. C'était l'inauguration d'un nouvel espace, le Centre de recherche et de restauration Vincent Savard. Le projet, développé conjointement par Claire et Mathieu, était plus qu'un hommage, c'était un engagement envers la vérité et la préservation de l'art. Charles, maintenant coordinateur international du programme de restauration, attendait aux côtés de son père, Robert. La présence des deux symbolisait comment les blessures du passé pouvaient être guéries lorsque la vérité était mise au jour. « Prêt ?»
demanda Charles quand ils s'approchèrent. Claire respira profondément, regardant la petite plaque qui allait être dévoilée. Sur celle-ci, outre le nom de son père, était inscrite une phrase qu'il avait l'habitude de répéter. La vérité, comme l'art véritable, ne peut jamais être complètement effacée. L'événement d'inauguration réunit d'importantes figures du monde artistique et des affaires, mais son cœur était dans les jeunes étudiants présents. Parmi eux, Claire reconnut des visages avides de connaissances, désireux de faire la différence à travers l'art. Durant son discours, elle regarda les visages attentifs devant elle. La restauration ne consiste pas seulement à retrouver la beauté originale d'une œuvre, expliqua-t-elle. Il s'agit de comprendre que chaque marque, chaque cicatrice raconte une histoire. Il s'agit de respecter le passé tout en construisant l'avenir. Mathieu, à ses côtés, compléta « Ce centre représente plus qu'un engagement envers l'art. Il représente un engagement envers la vérité, la transparence, la transformation qui n'est possible que lorsque nous affrontons notre propre histoire. » Après la cérémonie, tandis que les invités circulaient dans le nouvel espace, Claire et Mathieu trouvèrent un moment de quiétude dans l'atelier. Le lieu conservait encore l'atmosphère spéciale qui les avait rapprochés, mais il était maintenant libéré des secrets qui le hantaient auparavant. « Tu sais ce qui est le plus incroyable ?» réfléchit Claire, observant le coucher du soleil à travers la fenêtre. Comment quelque chose qui a commencé avec tant de peur et de dissimulation a pu se transformer en un symbole de transparence et de renouveau. Mathieu l'enlaça par derrière, tous deux contemplant l'horizon de Paris. C'est peut-être ça le véritable art de la vie, transformer nos expériences les plus difficiles en quelque chose de significatif. Sur le chevalet proche, une œuvre fraîchement restaurée brillait de couleurs renouvelées. C'était la dernière des pièces impliquées dans l'ancien système, maintenant complètement transformé. Comme eux, elle avait traversé un processus de révélation et de renaissance. « Que ferons-nous maintenant ?» demanda doucement Mathieu. Claire sourit, se retournant dans ses bras. « Nous continuerons à restaurer des œuvres, des histoires, des vies. Il y a toujours plus de couches à découvrir, plus de vérités à révéler. » Le soleil lançait ses derniers rayons sur la ville, peignant le ciel de teintes qu'aucun artiste ne pourrait reproduire parfaitement. C'était un rappel que la nature, comme la vérité, possédait sa propre beauté, une beauté qui ne pouvait être falsifiée ni cachée. « Et notre histoire ?» demanda-t-il, ses yeux rencontrant les siens avec la même fascination que lors de leur première rencontre. « Notre histoire ?» sourit-elle. « Elle est comme une œuvre d'art en constante restauration. Chaque jour révèle une nouvelle couche, une nouvelle découverte. Et le plus beau, c'est que maintenant nous pouvons l'apprécier dans sa vérité la plus pure. » Le dernier rayon de soleil illumina l'atelier, faisant prendre vie aux couleurs alentour. C'était un moment d'harmonie parfaite, entre passé et présent, entre art et vie, entre deux personnes qui avaient appris que les meilleures histoires sont celles qui n'ont pas peur de montrer leurs vérités les plus profondes. Et ainsi, tandis que la nuit tombait sur Paris, Claire et Mathieu restèrent enlacés, témoins vivants de la façon dont l'amour de la vérité pouvait transformer non seulement l'art, mais aussi les cœurs qui osaient chercher leur propre restauration,